Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Quelle joie de recevoir Nelly Pitt dans cette émission. Nelly est aujourd'hui connue pour être la fondatrice de Biotimix, la marque qui a révolutionné, avec son robot, le milieu du cosmétique maison. Mais avant cette fabuleuse aventure, Nelly est ingénieure de formation, formée à Polytechnique, puis à Stanford. Elle a occupé des postes à responsabilité dans plusieurs pays du monde, avec un fil conducteur, trouver du sens. Vous allez l'entendre, le sens, elle l'a trouvé, en développant une activité en adéquation avec ses valeurs, une entreprise à taille humaine, où l'humain est au cœur de sa vision. Ensemble, nous avons parlé des raisons qui l'ont poussé à prendre ses risques, du travail en famille, de résilience, des facteurs clés de succès de son entreprise, mais également de son récent passage dans l'émission « Qui veut être mon associé ». Une discussion enrichissante où, franchement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde à découvrir le quotidien de cette entrepreneuse. Avant de laisser place à la discussion et de vous souhaiter une bonne écoute, si vous aimez cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en m'attribuant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou, plus simplement encore, en m'attribuant un commentaire. Merci beaucoup, très belle écoute à vous. Bonjour Nelly, merci beaucoup de m'accueillir en visio aujourd'hui. Bonjour. J'avais une première question pour toi, parce que quand on a échangé ensemble, tu m'as dit une phrase qui a attiré mon attention. C'est à nous, les entrepreneurs, de changer le monde. Est-ce que c'était ça ton leitmotiv pour lancer Biotimix ? C'était un des leitmotifs, ouais, complètement. C'était créer l'entreprise que j'avais envie de voir, de trouver. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, effectivement. C'est-à-dire, il y a une certaine frustration qui s'est créée quelque part et on a envie de la dépasser en créant quelque chose qui nous corresponde, qui nous convienne. Et avant tout ça, si on revient quelques années en arrière, comment toi tu avais vécu tes études à l'époque ? Parce que qu'est-ce que cela t'a apporté en gros de ton côté ? Parce que de Stanford à Polytechnique, en passant par le M Lyon, quelques années plus tard, tu étais quel genre d'élève ? Alors là, on remonte très loin en arrière. Moi, j'étais une bonne élève, typique, c'est-à-dire la première de classe typique. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à l'école et j'ai toujours adoré apprendre. Et moi, je me faisais plaisir à l'école et je me faisais plaisir à apprendre plein de nouvelles choses. Je suis hyper curieuse, j'ai toujours soif de découvrir de nouvelles choses. Donc, pour moi, les études, c'était le kiff total. Et j'ai pu me faire vraiment plaisir en plus du fait que j'avais des facilités et que j'ai pu rentrer dans les meilleures écoles, donc avoir des études vraiment hyper intéressantes avec des gens passionnants en France, aux États-Unis, donc ça m'a donné l'occasion de voyager en plus. Donc les études pour moi c'était top. Il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué quand tu les as faites ? Mes études, j'ai eu plein de moments marquants. Ouais. Après, moi je viens de la campagne profonde. J'ai grandi dans un petit village du nord de la France entre Valenciennes et Maubeuge. Donc j'étais vraiment très rurale. Et donc à chaque fois que j'ai avancé dans mes études, je me suis rapprochée de la ville. Enfin, c'était vraiment à chaque fois des grosses découvertes pour moi. C'est-à-dire quand je suis après mon bac, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert la vie parisienne en venant de ma campagne. C'était incroyable. Ensuite, en arrivant à Polytechnique, j'ai découvert le monde militaire, le service militaire, des choses juste bluffantes. Ensuite, je suis partie aux États-Unis, j'ai vécu en Californie. Encore une fois, une expérience incroyable. Donc, que des expériences hyper marquantes et à chaque étape hyper transformative, vraiment. Mais est-ce qu'à ce moment-là, quand même, l'entrepreneuriat, ça commence à te titiller un peu ? T'as des repères autour de toi, tes parents ou ta famille ? Non ? Absolument pas. Ouais. Non, absolument pas. Et je pense que ça peut être inspirant aussi pour les gens qui écoutent. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un destin d'entrepreneur. Moi, c'était pas du tout mon cas au départ. Dans ma famille, on est une famille d'agriculteurs vraiment paysans, pas vraiment de businessmen dans la famille. Donc, j'ai pas grandi dans ce milieu-là. En grandissant,
ce vers quoi mes parents me poussaient, et puis ce qui m'attirait, c'était plus la sécurité, un job dans une grosse boîte où il y ait possibilité de faire une grosse carrière. C'est comme ça que j'ai passé 12 ans chez Veolia, dans une super boîte où on peut faire des super choses et où il y a des perspectives de carrière. Et je ne me voyais pas entrepreneur au départ parce que en fait, je trouvais complètement satisfaction dans mon job en travaillant dans une grosse boîte qui offre des postes super intéressants. Est-ce que tu faisais quoi concrètement du coup chez Veolia? Donc, moi, j'ai fait des études dans l'environnement. Ce qui me passionnait, c'était la protection de l'environnement. Et donc, quand on veut faire de l'environnement, travailler chez Veolia, c'est vraiment le top, parce que c'est un groupe mondial dans l'environnement. Et je travaillais plus précisément dans le traitement de l'eau. Donc, j'ai fait de la construction et de l'exploitation d'usines d'eau potable. Du coup, c'était vraiment un poste qui avait du sens pour moi, parce que partout où j'allais, j'apportais de l'eau potable au robinet. Et j'ai travaillé en Israël, donc où l'usine sur laquelle je travaillais apportait de l'eau à Gaza et tout le sud d'Israël. Après, j'ai travaillé en Australie au moment où il y avait une sécheresse incroyable. Après 7 ans de sécheresse, il n'y avait plus du tout de ressources en eau. J'ai travaillé à, du coup, remettre en place des ressources en eau potable pour le Queensland. Ensuite, je suis partie en Chine, à Shanghai, dans une ville où il y avait un gros enjeu d'améliorer la qualité de l'eau potable, de l'eau au robinet, pour la rendre potable justement. Donc à chaque fois, des jobs vraiment passionnants et avec un vrai sens et où tu sens que tu es utile. Et ça, c'était cool. Et justement, 12 ans, à quel moment justement tu as un déclencheur ou tu as quelque chose qui te dit que tu dois faire autre chose, tu veux faire autre chose? Comment tu dis tiens, je vais lancer mon entreprise? Et c'est arrivé sur mon dernier poste. Donc là, j'ai parlé des postes que j'ai vraiment adorés. Et sur mon dernier poste, j'ai un peu moins adoré. J'étais dans un poste avec toujours des gens formidables et une équipe que j'adorais. C'est ce qui faisait que quand même je me faisais plaisir au quotidien. Mais pour les projets sur lesquels je travaillais, c'était l'alimentation en eau pour des complexes pétrochimiques, en gros, dans les pays du Golfe. Bon, heureusement, il n'y avait pas que ça. On avait aussi quelques projets où on apportait de l'eau potable en Irak, par exemple, dans des zones où il y avait du sens. Mais je travaillais à côté de ça aussi sur des projets qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Et c'est là où je me suis beaucoup remise en question. Et j'ai commencé à chercher d'autres choses. Parce que j'ai perdu l'alignement entre ce que je voulais faire et ce que je faisais au quotidien. On parle beaucoup de sens là depuis qu'on a commencé. Pour toi, c'est quoi le sens? Du coup, qu'est-ce qui te guide au quotidien? Moi, j'ai envie de me sentir utile, tout simplement. J'ai envie que la trace que je laisse sur Terre, après, je fais des grandes phrases et des grands mots, hein, mais j'ai envie d'avoir un impact positif à mes yeux. Après, on a tous une version différente de l'impact positif. Mais en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la protection de l'environnement. Donc, clairement, un impact positif, c'est travailler sur des projets qui contribuent à protéger l'environnement. Et puis, l'impact social aussi est super important pour moi. Et là, tu te dis, je vais lancer donc mon entreprise, mais pourquoi le robot? Pourquoi Biotimix? Tu aurais pu faire plein d'autres choses vu ton domaine d'activité. Ouais, c'est vraiment pas logique de se lancer dans le cosmétique quand on est ingénieur en environnement. Et ça part vraiment d'une passion personnelle. D'accord. Moi, je pratiquais la cosmétique maison, c'est-à-dire je fabriquais mes produits cosmétiques dans mon temps libre, principalement pour le côté ludique, parce que ça m'amusait de fabriquer mes produits. Et puis, au tout départ, c'était aussi parce que quand j'habitais en Chine, je voulais vraiment contrôler la qualité des produits de soins que j'utilisais pour ma famille. Mais c'était une pratique personnelle. Et puis, quand s'est posée la question du sens au travail et que j'ai commencé à me poser des questions, c'est là que j'ai eu le déclic de peut-être transformer ce hobby, cette passion, en un projet entrepreneurial. Donc là, tu te dis Biotimix. Donc tu reviens en France à ce moment-là. Tu dis, je vais rentrer en France, je démissionne. Ouais. Et tu demandes à Mathieu, ton frère, c'est ça, de te suivre dans cette aventure. C'est ça. Comment ça se passe? Parce que tu es parti le démarcher, ouais. Tu l'as appelé, tu as dit, écoute, j'ai une super idée, il faut que tu me suives. Ça se passe comment? Ça s'est fait hyper naturellement. En fait, je me rappelle même pas qu'on ait eu une discussion sur le sujet parce que c'était tellement évident pour moi de le faire avec lui que
Je sais même pas si on a eu une vraie discussion à ce sujet. Je pense que ça s'est fait complètement naturellement. Il y avait besoin de faire du développement informatique. Mathieu est développeur. On avait toujours parlé un petit peu de créer quelque chose ensemble. Et puis voilà, Parce que ça c'est s'est souvent fait. à l'antipode de ce qu'on entend partout. C'est la conscience française où on dit faut jamais faire des affaires en famille, c'est pas bon, c'est mauvais, ça peut pas marcher, Ouais. ça ne fonctionnera pas. Comment vous faites vous au quotidien? Bah voilà un contre-exemple. Il Bah, faut un exactement, mais contre-exemple comment pour vous tout. faites vous au quotidien vous avez chacun vos champs, vous respectez, vous êtes comment vous êtes organisé? Alors bah déjà, on travaille effectivement, on a des compétences très complémentaires et très Mhm. différentes. Donc clairement sur la partie développement informatique, moi j'ai aucune compétence et je fais confiance à 100% à Mathieu. Et puis je pense qu'inversement, lui me fait confiance sur ma partie parce que c'est aussi un domaine qui l'intéresse moins. Euh, et puis on veut aller dans la même direction, enfin on a aussi les mêmes valeurs et puis de la même façon d'avancer. Du fait qu'on a la même éducation, ça contribue. Euh, et donc ça aide beaucoup. Et puis je dis souvent aussi que toutes les engueulades qu'on peut avoir entre associés, bah, Mathieu et moi on les a déjà eues quand on était petits. Donc finalement, on a déjà dépassé tout ça, quoi. Je veux bien le croire. Quand j'avais préparé là notre entretien, j'ai lu dans une interview où tu expliquais que la première qualité pour toi d'un entrepreneur, c'est la résilience. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et est-ce que tu as des exemples complets justement de cette résilience? Bah, être entrepreneur, c'est se prendre des portes dans la figure en permanence. Et c'est rencontrer un tas de problèmes. C'est vraiment incessant, c'est-à-dire à chaque problème surmonté, un nouveau problème se présente. Donc il faut vraiment être prêt à galérer. Ça c'est clair. Il ne faut pas s'imaginer une route toute pavée et toute facile à franchir. C'est vraiment difficile. Et, euh, et donc, pour être un bon entrepreneur, eh ben, il faut être capable de surmonter tous ces obstacles et de pas perdre courage, pas perdre espoir. Donc, Hmm. ouais, clairement, Et, c'est et tu te indispensable. rappelles ta plus grande difficulté au début quand tu as lancé ton entreprise? Je suis pas la plus grande, j'en ai eu des tas, hein, j'en ai eu tellement. Je sais même pas quel exemple prendre. Bah, non, mais j'en ai plein des exemples. Euh, mais je peux dire, bah, par exemple, on a parlé tout à l'heure du Made in France. Peut-être on en reparlera, mais au départ, je voulais fabriquer mon robot. Donc notre produit, c'est un robot électroménager pour faire ses cosmétiques maison. Et je voulais le faire fabriquer en France. Et donc j'avais fait des devis avec une boîte qui me paraissait top en Vendée. Et, euh, et on était vraiment bien partis. Ça allait se faire. Et puis, bah, paf, ils ont fait faillite, quoi. et, euh, et voilà, et on recommence à zéro. Mais bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, hein, des galères comme ça. C'est non-stop. Après, il y a quand même des bons moments positifs. Une autre chose que j'ai vue chez vous, ce que vous faites chez Biotimix, c'est que tu t'appuies sur des ESAT, partenaires pour la préparation de tes commandes. C'est bien ça? Ouais, même pour la fabrication de nos produits. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche? Ça s'est passé comment? C'était toujours dans le cadre de ta recherche de sens? Ouais, c'était important pour moi d'avoir un impact aussi social. Euh, Mhm. et donc, je voulais pas créer une entreprise comme les autres. Je voulais vraiment que ce soit une entreprise vertueuse. Et puis, j'ai eu la chance aussi de voir autour de moi d'autres entrepreneurs qui travaillaient avec des ESAT et qui m'ont inspiré en fait. Que j'ai vu effectivement que euh, donc les ESAT, c'est les établissements qui accueillent des travailleurs en situation de handicap et qui leur fournissent l'opportunité d'une activité professionnelle valorisante. Et en discutant avec eux, en fait, ils ont du mal à trouver de l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en sous-emploi. Donc ils ont les travailleurs qui sont là, mais qui n'ont pas assez de travail en fait à réaliser, et donc ils se retrouvent à faire du coloriage ou des activités manuelles pour passer le temps, mais ils sont en situation de sous-emploi. Et voilà, je trouve ça quand même vraiment dommage, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Euh, et donc nous, on travaille avec 3 ESAT maintenant différents, parce que chacun a sa spécialité. Et donc ça nous permet d'avoir un impact en fournissant une activité valorisante à ces travailleurs. Et puis on a la chance de travailler avec eux maintenant depuis 3 ans.
Et donc, on a pu construire quelque chose ensemble. Et moi, ça me fait super plaisir, en particulier l'équipe qui prépare nos colis. Donc, c'est Océane, Nicolas, Thierry et puis leur moniteur Fred, avec qui on travaille depuis 3 ans. Et on a démarré une activité qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et on a construit ça ensemble, à leur apprendre à préparer un colis, bien le caler, bien le fermer, vérifier que le contenu du colis est correct, coller les étiquettes Colissimo. Enfin, c'est toute une nouvelle activité qu'on a pu construire ensemble et ça fait tellement plaisir. C'est vraiment top. Non, bravo, hein, c'est super. Et ça t'a pas été trop difficile à coordonner au tout début entre tes équipes en interne et les équipes des ESAT? Moi, c'est pas plus difficile que de travailler avec un autre sous-traitant. Vraiment, hein, c'est du moment que la relation est basée sur la confiance et le respect mutuel, il n'y a pas de raison. Je vois. Euh, Quel est là maintenant, selon toi, le plus grand challenge à venir pour ton entreprise en 2022? Alors, chaque année, c'est une nouvelle phase de notre développement. Là, on commence l'année avec un gros boost de notoriété, ce qui fait super plaisir, Oui. parce que pour l'instant, on était une marque assez peu connue. Et puis là, 2022, c'est l'occasion vraiment de devenir une marque voilà, qui soit reconnue. Ouais, parce que vous êtes passé à la télé il y a quelques semaines maintenant. Et là, ça a été l'avalanche de commandes et de contacts sur les réseaux depuis. Ouais, on a eu l'opportunité d'avoir une présentation de notre produit pendant 20 minutes sur M6 à 1 heure de grande écoute. Quand même assez exceptionnel. Et depuis, c'est l'avalanche de commandes et de messages et c'est top. Est-ce que c'est la dernière fois où tu as été stressé avant de passer sur le plateau? Ah, j'étais hyper stressée avant de passer sur le plateau. J'étais aussi hyper stressée avant la diffusion. C'est des moments vraiment où on n'a aucun contrôle. Enfin, disons qu'on a le contrôle sur ce que nous on va dire, mais on n'a aucun contrôle sur comment vont réagir les investisseurs en face, le panel d'investisseurs qui était face à moi. On n'a aucun contrôle sur la façon dont la production va faire le montage aussi. Parce que de 1 heure de discussion, ils font 15-20 minutes de passage, donc ils peuvent un peu couper comme ils veulent et reconstruire un peu la dynamique de la discussion. Donc il faut accepter ce risque-là, quoi. Mais ça vaut tellement le coup, aucun regret de ce côté-là. Ouais, et puis maintenant, tu as un nouvel associé du coup au sein de ton board. Ouais. Si tu veux nous en dire un mot à son sujet. Donc cette émission, ça s'appelle Qui veut être mon associé et ça permet à des startups de pitcher devant des investisseurs et on a eu la chance de recevoir une proposition d'investissement de la part de Jean-Pierre Nadir qu'on a accepté et qui est donc notre associé depuis le mois de septembre. Et c'est un super associé, voilà, il nous aide beaucoup. C'est quelqu'un qui a, pour le coup, beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, contrairement à Mathieu et moi. Du coup, il a connu toutes les galères et il connaît toutes les astuces. Et il a eu une attitude hyper intéressante et plein de bons conseils. Donc pour nous, d'avoir quelqu'un comme ça au board, c'est cool. Ok, hyper intéressant. Et maintenant, a posteriori, depuis que tu as lancé Biotimix, quelle est pour toi la clé du succès justement de Biotimix? Quelle était sa plus grande force? Nous, on a fait les choses lentement et proprement. Donc on n'est pas une start-up au sens classique du terme. Quand on parle de start-up, c'est une entreprise qui part de rien, qui lève des fonds et qui construit quelque chose en général à perte au départ pour construire un nouveau marché. Nous, on n'a pas eu cette approche-là, on a une approche d'entreprise plus classique, où on a commencé petit et en restant toujours rentable, donc sans lever de fonds, mais en progressant petit à petit et en convainquant notre public petit à petit et en faisant grossir notre communauté petit à petit. Donc plus une expérience de slow up plutôt que de start-up. Et je pense qu'au final, c'est une de nos forces parce que ça nous a permis de déblayer les obstacles et de corriger les problèmes au fur et à mesure. Et bien sûr, on n'a pas encore fini de tout corriger et de tout faire parfaitement, mais en tout cas, ça nous a permis de bien faire les choses. Et ça fait des bases solides du coup pour la suite. Maintenant, vous êtes combien dans ton équipe? Maintenant, on est 12. 12. Donc on est passé de 2 personnes à 12 personnes en 3 ans. Donc on était
2 pendant 18 mois, ensuite on était 4. À la rentrée 2020, on était 6 et puis voilà, maintenant on est 12. Donc ça fait quand même une croissance assez rapide, hein. Oui, c'est sûr. Et au quotidien, tu es quel style de manager avec eux? T'arrives facilement à déléguer ou pas? Alors moi, je fais confiance à 100 aux gens de mon équipe. Je suis quelqu'un qui j'aime j'aime pas regarder les choses dans le détail. J'aime bien avoir une vision d'ensemble et regarder les choses de haut, mais par contre, aller dans le détail et tout vérifier, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, j'ai la chance d'avoir dans l'équipe des personnes qui sont top et qui sont hyper autonomes et complètement indépendantes. Donc je leur fais confiance à 100 et j'essaie plus d'être là en soutien pour, leur aider à trouver les aider à trouver des solutions quand elles rencontrent des points de blocage ou des problèmes, mais pas trop, voilà, pas trop de suivi au jour le jour. Peut-être pas assez de suivi au jour le jour, mais bon, elles se plaignent pas trop, donc ça va. Et comment tu arrives à trouver ton inspiration au quotidien? Que ce soit pour de nouvelles recettes ou autre, tu réfléchis en fonction des besoins du marché ou c'est complètement autre chose? Ouais, je l'ai dit au départ, je suis une personne très curieuse, donc je lis énormément, je suis toujours, à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi et vraiment c'est inné, c'est au quotidien. Donc quand je me promène dans des magasins, je peux pas m'empêcher d'aller décortiquer tous les produits que je vois, tous les packaging, les mises en rayon. Je vois je regarde comment les gens réagissent. Quand je me promène dans la nature, je regarde les plantes, ça me donne des nouvelles idées. Quand je regarde la télé, voilà, je suis inspirée par les histoires que je vois. Enfin, tout ce que je peux croiser au quotidien me donne des nouvelles idées pour Biotimix. Parfois trop d'idées, après il faut faire le tri. Mais ouais, je fais des parallèles entre presque tout ce que je vois autour de moi et ce qu'on pourrait faire chez Biotimix. Et après, faut prioriser. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Et là, si tu en retiens une recette ou un produit favori, ce serait lequel pour toi personnellement? Dans les recettes de Biotimix, Ouais, mon produit, alors là on est tu en peux m'en plein donner deux si hiver. tu veux. Non, moi j'ai vraiment un gros favori de l'hiver, c'est le baume multi-usage, qui est pour moi un baume magique. C'est-à-dire que pour tous les petits bobos de l'hiver, quand on a la peau hyper sèche, alors mes enfants en plus en ce moment avec le gel hydroalcoolique, etc., ils ont les mains qui souffrent énormément. Et ce baume, c'est un baume magique. Ça répare tous les bobos. Donc sans hésitation, le baume multi-usage. Je vous le recommande. C'est compliqué à faire? Hyper facile, comme toutes nos recettes. Le principe de base de Biotimix, c'est vous aider à faire vos cosmétiques maison sans vous poser aucune question, en un clic. 2 minutes, un C'est clic. beau. Donc c'est vraiment très facile. C'est 4 ingrédients à peser dans le robot, appuyer sur un bouton et verser dans le contenant final. Pas plus simple. Non mais je note le baume. Non, alors là, une nouvelle année qui commence. Mais sinon, quelle est une journée ou une semaine type pour toi, Nelly? Semaine type. Alors nous, on a des semaines très rythmées. Dans l'équipe Biotimix, on a des petits rituels d'équipe qui nous permettent un peu de structurer notre semaine. Donc tous les matins à 9 heures, on se fait une petite réunion d'équipe pour faire le point de la journée précédente et puis échanger les news. Et puis comme on travaille beaucoup en télétravail, c'est aussi l'occasion de se voir, se dire bonjour et de voir des gens en vrai. C'est toujours sympa. Tous les mardis matins, on fait un plus gros point où on établit les priorités de la semaine et on fait le point sur notre point d'avancement sur toutes les tâches en cours. Et puis après, pendant la semaine, on a des points plus spécifiques sur différents thèmes. Par exemple, le vendredi matin, c'est le point communication pour refaire le calendrier de la semaine suivante, tout ce sur quoi on va communiquer. Donc, en fait, du coup, la semaine, elle est vraiment très rythmée avec ces rendez-vous hebdomadaires. Et ça nous donne un cadre et ça nous permet de bien avancer, de savoir où on va. Ok, Voilà. mais t'es du genre à travailler 7 jours sur 7 ou comment tu gères ton temps? T'arrives à dissocier ta vie de privée, ta vie de famille? Non, alors je suis maman, je suis maman de 3 enfants et j'ai un mari que j'aime énormément. Donc du coup, non, j'essaie d'équilibrer ma vie entre mon travail et ma vie privée.
qui est pas forcément facile, mais j'essaie au maximum d'équilibrer. Donc aujourd'hui, c'est un mauvais exemple parce qu'on se parle Ouais. un samedi, mais normalement le week-end, je coupe. Non, mais je te remercie encore. Je vais pas te prendre encore très très longtemps, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Mais si on peut Non, mais encore revenir à t'inquiète la pas, il y a aucun base, souci. non, mais merci beaucoup vraiment pour ta disponibilité. Et si demain, là, tu avais la possibilité de croiser la Nelly de Stanford, tu pouvais lui donner un conseil ou deux conseils, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se faire confiance parce que quand j'étais plus jeune, j'avais aucune confiance en moi. Et ça m'est venu vraiment très très tard, hein, vraiment très tard, vraiment même très récemment. Et donc j'aimerais bien me dire de me faire plus confiance et de d'être moins humble peut-être, juste un peu plus show-off. Très bien. Avec le recul sur tout ton parcours, hein, biochimix, Veolia, tout confondu, les études, quel était pour toi ton plus gros échec que tu as vécu? S'il y en a un. Mon plus gros échec. J'ai pas vécu d'échec, c'est-à-dire que moi je suis vraiment une personne verre à moitié plein. J'ai toujours la tendance à voir les choses du bon côté. Donc j'ai eu des choses qui m'ont déçue, mais a posteriori, je l'ai toujours vu comme une bonne chose. Donc la partie de ma vie ou de ma carrière où j'étais le moins heureuse, c'est comme je le disais quand je travaillais sur les projets en Arabie Saoudite et où voilà, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma carrière de prendre ce poste, mais en même temps, et ben, ça m'a permis de, de rebondir derrière et de créer Biotimix. Donc finalement, c'était une très bonne chose parce que ça m'a fait réagir et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et si j'avais pas fait ce mauvais choix au départ, et ben, j'aurais continué sur une carrière hyper rectiligne. Je serais sûrement encore chez Veolia. Et puis là, ça m'a permis de faire complètement autre chose et j'en suis super fière maintenant. Donc, pas d'échec que je regrette. Et tu as été soutenu de ta famille? Ils ont compris ton choix au début ou pas? Ils ont eu hyper peur. Mes parents, mes parents, ils ont eu hyper peur, surtout qu'on s'est mis à deux, mon frère et moi, dans cette aventure Biotimix qui était hyper risquée, qui est toujours hyper risquée d'ailleurs, alors que eux, ils sont vraiment, ils sont fonctionnaires et pas du tout dans cet esprit de on se lance dans le vide. Donc ils ont eu super peur, mais en même temps, ils nous ont soutenus à fond. Et depuis le début, ils nous aident et ils sont au quotidien des super supports, des super soutiens. Mon père est toujours le réparateur officiel de Biotimix. Il s'occupe du SAV, de la réparation des robots. Enfin, ils sont hyper impliqués tous les deux et je les adore. Merci beaucoup, papa, maman. Une question un peu plus personnelle maintenant. Qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre que tu as? Est-ce que tu as des passions? Parce que tu as dit que tu aimais bien créer toi-même tes produits, mais maintenant que c'est devenu ton métier, est-ce que tu as d'autres passions? Mmh. Bah, moi, j'aime bien passer du temps avec mes enfants. Donc, quand j'ai du temps libre, je le passe avec mes enfants et je fais des choses avec eux. En plus, ils sont à un âge hyper sympa en ce moment. Ils ont entre 8 et 10 ans. Donc, ils sont, ils sont pile dans cette phase que moi, j'ai adoré quand j'étais petite, où ils découvrent tout. Et ils sont soif de découvrir et d'apprendre plein de choses. Et moi, j'adore leur montrer des nouvelles choses et faire des trucs nouveaux avec eux. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'est bien plaisir. Tu penses que la curiosité, on est avec ou on apprend à devenir curieux? Mmh. C'est peut-être un peu philosophique ce que je te demande, mais toi qui le vois maintenant avec tes enfants, qui te considèrent comme curieuse, c'est que tu es curieuse, tu penses que tu l'as toujours été ou tu as appris à le devenir? Je pense que c'est l'environnement qui peut booster ta curiosité. Moi, clairement, c'est mes parents qui ont attisé ma curiosité, heu, en me montrant plein de choses et en m'expliquant plein de choses donc je pense que c'est quelque chose qui se développe et en tant que parent, pour moi, c'est hyper important d'aider mes enfants à développer cette qualité-là, parce que je considère que c'est une qualité. Ouais, je suis d'accord, je suis aligné avec ce que tu dis. Tu as énormément voyagé, que ce soit pour personnellement ou professionnellement. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un endroit qui t'a vraiment marqué? La Chine, sans hésitation. Alors j'ai vécu dans plein d'endroits extraordinaires. J'ai vécu en Californie, en Israël ou en Australie, c'est sur la plage, avec un climat juste parfait. Et donc c'est des endroits magiques. Mais la Chine, c'est vraiment le pays qui m'a le plus marqué, du fait
de sa culture et du fait que c'est en totale opposition avec la France et ce qu'on connaît en France. Et de vivre en Chine pendant 4 ans, ça m'a appris tellement de choses et ça permet de prendre énormément de recul parce que ça remet en cause énormément de préjugés qu'on peut avoir, même d'automatismes qu'on peut avoir dans notre façon de penser, d'analyser. C'était hyper intéressant de vivre et de travailler en Chine. Et en plus, je travaillais dans une boîte où j'étais la seule étrangère, donc vraiment que avec des Chinois. Donc j'étais vraiment plongée dans le grand bain. Et ouais, ça m'a transformée, cette expérience. Je recommande la Chine. Je me le note, je le mets sur ma bucket list de faire un passage en Chine. Une dernière question. Tu as dit tout à l'heure que tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre justement qui t'a marqué ou animé, ou un film ou une série ou quelque chose qui vraiment t'a pris au trip et t'a fait prendre conscience d'autre chose? Alors, ouais. En livre, alors je lisais beaucoup quand j'étais jeune, maintenant beaucoup moins. Maintenant, je lis beaucoup sur Internet et je lis plus de la presse. Des livres, les livres que je lis encore maintenant, c'est plus des romans, c'est plus pour me détendre. Mais quand je disais tout à l'heure que je lisais beaucoup, je lis énormément de ressources sur Internet. Donc je lis beaucoup de presse et de choses plus techniques. Par exemple, comme je suis ingénieure de formation, je lis énormément de choses sur tout ce qui est marketing et communication pour me former sur le sujet. Du coup, j'ai pas une ressource clé à citer parce que j'ai plus glané à droite à gauche et lu des milliers de choses hyper intéressantes. Je comprends. Très bien. Merci beaucoup Nelly en tout cas. Une dernière question. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? LinkedIn, Instagram sur la page de Biotimix, par email? Ouais, alors sur Instagram, c'est mon Biotimix. Et sur LinkedIn, Nelly Pitt, vous allez me trouver très facilement. Et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Nelly de ton temps. À très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.